Je suis François Van Menbroek, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, avec deux activités principales à l'inspection générale. Donc, une majeure mission d'enseignement primaire où je suis plus engagé sur le sujet des sciences et de la technologie à l'école primaire, et une autre activité dans le groupe disciplinaire physique-chimie, puisque je suis physicien de formation. Robin Bosdevex, donc inspecteur général de sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre. C'est un groupe qui réunit les SVT dans la voie générale, les biotechnologies dans la voie série technologique et les sciences biologiques, sciences sociales appliquées dans la voie professionnelle. Et en mineur dans la mission enseignement primaire. Voilà. Et donc, dans la mission enseignement primaire, avec Robin, on est engagé d'ailleurs en ce moment sur la rénovation des programmes de sciences et technologies avec Estelle également pour les cycles 1, 2 et on avait déjà refait sur le cycle 3, mais on réajuste tout ça. Et donc, ce sont des sujets qui nous intéressent bien particulièrement et c'est donc ce dont on va vous parler. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier de la gouvernance du premier degré et en particulier de toute la structure hiérarchique qui finalement caractérise donc le premier degré. On va faire un petit panorama pour vous donner aussi quelles sont, pour vous en tant qu'universitaire, les clés d'entrée dans le milieu du premier degré, qui contacter. On va ensuite, à partir des résultats des évaluations nationales et internationales, donner un panorama en fait, des compétences scientifiques des élèves français pour mesurer en fait quels sont les besoins de formation et puis aussi de voir quels sont les... Alors ça, c'est Ça revient. voilà. Voir aussi quelles sont en fait les attitudes des élèves face aux sciences. Et puis, on témoignera à travers deux exemples en sciences du vivant et en physique sur qu'est-ce qu'on peut faire en classe à l'école primaire dans le domaine des sciences. J'en profite pour passer à la diapo suivante. Donc, de façon résumée, toute la chaîne hiérarchique, donc de la gauche vers la droite pour le premier degré. Donc, au sommet de la pyramide, dans une académie, on a un recteur, une académie, donc là ici au sens d'entité géographique formée de plusieurs départements, et dans chaque département, les services de l'éducation nationale sont dirigés par ce qu'on appelle dans notre jargon NIA d'AZEN, donc inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, qui de façon assez générale, mais ce n'est pas uniforme partout, à la main sur le premier degré. En général, tout ce qui est second degré, collège et lycée, c'est géré au niveau du rectorat et les rectorats délèguent leurs compétences sur le premier degré aux différents directeurs académiques qui sont donc, on va dire, les suzerains dans chaque département. Mais ce n'est pas vrai partout. Il y a certaines académies où les recteurs sont assez proches du premier degré et veulent garder la main dessus. Donc, le directeur académique, le DAZEN, est entouré d'adjoints de deux types différents, le DAAZEN, donc directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, et puis un ADAZEN adjoint au directeur académique. Et c'est le ADAZEN ici qui est en général plus en lien avec le premier degré. Mais ce n'est pas tout à fait général. Parfois, les DAZEN peuvent avoir une appétence pour le premier degré, l'éducation prioritaire et aussi être concernés par ces missions-là. Donc, ces deux adjoints et le directeur académique ont finalement dans leur équipe des inspecteurs de l'éducation nationale, donc c'est le CIGDUN, qui sont chargés de missions départementales. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont en fait c'est pas moi qui touche au tactile, mais bon. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le référent départemental sciences et technologies. Dans chaque département, il y a un inspecteur de l'éducation nationale qui porte la mission sciences et technologies avec plus ou moins donc d'investissement dans cette mission-là. Si je peux me permettre, dans certains territoires, ce sont des IAIPR, donc des inspecteurs pédagogiques régionaux, qui exercent cette mission de coordination de la mission départementale sciences et technologies. Donc ça peut dépendre un petit peu des académies. Voilà.
Et donc, le département, du point de vue du premier degré, est découpé en circonscriptions, qui sont des entités géographiques, donc circonscription du premier degré, qui rassemble plusieurs écoles. Donc, la taille moyenne d'une circonscription en termes d'élèves du premier degré, c'est autour de 5000 élèves. Et 250 enseignants environ. Voilà. Donc, c'est finalement un gros établissement qui est géré par un inspecteur de l'éducation nationale, voilà, qui va piloter donc toute sa circonscription. Donc, il a en charge le suivi RH des enseignements, leur formation continue. Il est en lien avec tous les élus locaux, puisque se pose aussi toute la question de la carte scolaire, des ouvertures, fermetures de classes, etc. Donc, c'est vraiment une personne qui a de multiples sujets à suivre. Donc, au sein de la circonscription du premier degré, on trouve les écoles. Donc, c'est finalement là qu'on va voir les élèves. Donc, les écoles dirigées par un directeur. Et donc, on va trouver dans les écoles les professeurs qui vont être chargés de l'enseignement. Les supérieurs hiérarchiques immédiats du directeur et des professeurs sont les IEN. J'ai mis ici un lien en pointillé entre directeur d'école et professeur des écoles, puisque depuis une loi récente, en fait, le directeur d'école exerce une autorité fonctionnelle sur les professeurs des écoles, dans le sens où c'est lui qui va être à l'origine des répartitions des services. Et s'il choisit qu'un professeur qui aurait une formation scientifique, parce qu'ils sont très loin d'avoir tous une formation scientifique, s'il en identifie un qui peut porter le sujet des sciences et des technologies à l'échelle de l'école, il va lui demander d'intervenir dans différentes classes, etc. Donc le directeur, il a quand même un rôle important sur la structuration de l'enseignant dans l'école, en identifiant les bonnes personnes ressources. Et la fameuse loi qu'évoque François, la loi RIAC, confie aux directeurs et aux directrices d'école un rôle de pilote pédagogique. Donc ça modifie le positionnement où on demande aux directeurs et aux directrices d'animer sur les différents sujets disciplinaires, mais également transversaux, la réflexion des collègues dans des conseils et des instances dédiées au sein de l'école. Donc c'est une mission nouvelle qui a été créée par la loi RIAC. Alors, avec qui entrer en contact si on veut intervenir dans une école? Donc, il nous semble que comme cette chaîne hiérarchique, elle peut être assez sclérosante parfois, il vaut mieux aller au contact direct des personnes qui côtoient les élèves au quotidien, à savoir le directeur des écoles et les professeurs des écoles. Donc, c'est eux qui seront finalement les interlocuteurs privilégiés. Si vous souhaitez intervenir à l'échelle d'une école, vous pouvez aussi avoir la volonté d'être disponible à l'échelle d'un département. Et donc là, c'est l'IEN chargé de mission départementale à sciences et technologies qui peut être le bon interlocuteur. Si vous souhaitez intervenir ou accompagner une circonscription du premier degré qui développerait un projet spécifique pour favoriser l'enseignement des sciences et de la technologie, alors c'est plutôt l'inspecteur de l'éducation nationale qu'il faut contacter. Voilà. Mais l'accès direct est peut-être le plus simple dans ce type de même si en organisation complexe. Si vous contactez le directeur ou la directrice d'école, elle en référera à son inspecteur ou l'inspectrice de circonscription, puisque tout intervenant dans une école doit avoir une forme de validation par la voie hiérarchique. Oui. Alors, donc, si j'en viens à l'inspecteur de l'éducation nationale, donc référent départemental sciences et technologies, donc ils sont tout un réseau. Nous, par exemple, dans les formations qu'on peut assurer ou les opérations de promotion qu'on peut assurer à l'échelle nationale, c'est par ce réseau-là qu'on passe en général. Je ne sais pas si j'admets. Oui. Voilà, et donc contacter cet inspecteur, comme je le disais, ça permet d'avoir une action qui dépasse le cadre d'une seule école, mais qui cible une circonscription. Et donc je me dois de signaler donc ce qui rentre dans le Conseil national de la refondation, donc les projets de notre école Faisons-le ensemble, qui sont des projets qui sont élaborés par les équipes éducatives au sein d'une école et qui permettent de mettre en place des démarches pédagogiques innovantes ou de transformer l'école. Pour avoir observé l'an dernier pas mal d'écoles,
j'ai rarement vu des projets qui avaient une dimension scientifique. J'ai le nombre, si tu veux, je peux regarder pendant que tu continues. Voilà. Je pourrais le dire. Si, le seul que j'ai vu dans une école, en fait, il voulait, c'était en lien avec la mairie, végétaliser la cour d'école. Et c'est à l'occasion de cet échange-là que je leur ai expliqué que enfin, le projet initial, c'était créer des aires de jeu spécifiques pour les élèves et faire en sorte que la cour de l'école bétonnée ne soit pas seulement occupée en totalité par les garçons qui jouaient à des jeux de balle, mais qu'on laisse aussi un espace pour les filles et que finalement on agisse en faveur de l'égalité filles-garçons. Mais à cette occasion, je leur ai suggéré l'idée que la végétalisation de la cour d'école pouvait aussi soutenir des projets liés à la préservation de la biodiversité, qui pouvaient aussi s'inscrire dans des démarches de sciences participatives. Et manifestement, ce sont des sujets qu'ils connaissent très mal. Au niveau national, 116 projets touchant les sciences et technologies ont été validés et financés pour l'école élémentaire et 77 pour le collège. Sur un total environ 800 à peu près, donc c'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable, mais bon. En français, c'était 159 pour l'école élémentaire et 75 pour le collège. Donc finalement, on a des niveaux assez importants en sciences et technologies. Oui, oui. Mais bon, j'avais peut-être une vision. Bon, sur plusieurs dizaines de milliers d'écoles, hein, donc voilà, c'est ça. Aussi, hein, donc. Oui, oui. Mais bon, il y a un effort à faire dans ce sens. Et ça peut être justement un accompagnement que vous pouvez proposer pour soutenir une école dans le développement d'un projet de nature scientifique. Il y a encore beaucoup d'écoles qui ne font pas de projet. Ce que notre école faisons ensemble, ce n'est pas obligatoire. Non, 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 non. Ce sont des projets qui sont examinés, validés, financés au niveau national. Mais bon, il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques contraintes budgétaires qui ont été levées. Et donc, c'est un petit peu plus difficile de définir ce type de projet-là, mais ça existe toujours. Là, la télécommande ne répond plus. Ah oui, c'est parce qu'on avait changé de... Voilà. Alors, j'ai essayé de recenser les partenaires usuels de l'école. Alors, les QR codes, en fait, ils vous renvoient vers des liens. Donc, si vous avez le diaporama, vous aurez la possibilité d'aller vers les liens en question. Donc, les premiers sont ceux qui sont associés à la main à la pâte. Alors, je profite de la présence des voix ici pour dire que celui que j'aurais dû citer en premier et que je n'ai pas écrit ici, ce sont les maisons pour la science qui sont implantées dans chaque université et qui ont pour vocation d'accompagner les professeurs qui sont finalement une porte d'entrée qui peuvent être tout à fait pertinentes pour toucher les professeurs du premier. Mais là, tu as recensé les leviers d'intervention directe dans les écoles, plus que les leviers de formation continue. C'était le sens de ton... Voilà, et donc là, le premier que j'ai choisi, c'est partenaire scientifique pour la classe, qui est aussi une émanation de la main à la pâte. Donc les partenaires scientifiques sont amenés à présenter, expliciter des savoirs et des savoir-faire scientifiques et aider à la mise en œuvre d'une démarche scientifique. Alors ce qui est important, c'est sous la responsabilité de l'enseignant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas il n'est pas souhaitable que l'intervention de l'universitaire se fasse à la place de l'enseignant, puisqu'il faut que l'action que vous puissiez initier, elle soit ensuite pérenne une fois que vous n'êtes plus dans une démarche d'accompagnement. Donc l'idée, c'est vraiment d'étayer, d'outiller les professeurs des écoles pour qu'ils se rendent compte que faire des sciences, c'est pas aussi compliqué que ce qu'ils peuvent l'imaginer. Donc l'idée est souvent de faire plus simple que ce qu'ils peuvent avoir en tête. Et donc, c'est vraiment ensuite accompagner un enseignant dans sa pratique de l'enseignement scientifique. Et grâce à ça, ça permet aussi de compléter la formation continue des enseignants. Je n'ai pas trouvé de chiffres, mais je ne me trompe pas en disant qu'ils sont minoritaires à avoir suivi une formation initiale scientifique. 87% ne sont pas scientifiques. Combien? C'est les chiffres, 87%. 87% de formation scientifique. D'accord. Donc, c'est vraiment important. Alors, un autre dispositif, donc, qui est l'Association française pour l'éducation par la recherche, l'AFPER, qui développe les saventuriers et écoles de la recherche. Donc, j'ai mis le lien là aussi. Là, il s'agit également de jouer le rôle de mentor. Donc, l'association estime que pour
universitaire intéressé par ce dispositif-là, voilà, il va y consacrer en gros 5 heures pendant l'année. C'est en moyenne le temps d'investissement annuel. Il s'agit en fait d'échanger en amont de l'intervention avec l'enseignant. Donc là, vous voyez aussi qu'il s'agit d'étayer, d'accompagner le professeur des écoles dans sa pratique de l'enseignement des sciences pour que ce soit pérenne ensuite. Il faut, une personne demande à ce qu'on rajoute Ouais, on les rajoute. les liens URL, donc on les rajoutera en transmettant. Là. Ensuite, donc, accompagner les élèves à des moments clés dans leur projet, puisque on le présentera tout à l'heure, il y a beaucoup d'enseignements de sciences à l'école qui sont développés sous la forme de projets qui sont filés sur une période temporelle assez importante. Et donc, parfois, pour faire avancer les élèves, on a besoin d'un petit déclic, d'un petit coup de pouce, et c'est là que l'accompagnement peut s'avérer décisif. Et puis, un point qui me semble très important, c'est présenter votre parcours et susciter des vocations. Puisque quand on demande aux élèves du premier degré de faire le portrait, le dessin d'un chercheur, ils vont représenter quelqu'un de plutôt âgé, avec une barbe, une blouse blanche. Enfin, on est vraiment dans des stéréotypes usuels. Et donc, c'est important de montrer que voilà, le chercheur peut correspondre à des profils différents et en particulier montrer aux filles qu'elles ont toute leur place dans la recherche scientifique et dans les métiers scientifiques. Et ça, c'est particulièrement important parce que je vais juste évoquer un constat sur lequel on bute et on n'a pas de solution. Quand on regarde les évaluations nationales en entrée de CP, donc pour des élèves qui sortent de la grande section de la maternelle en mathématiques, on voit que les filles et les garçons ont des taux de réussite similaires. 4 mois plus tard, au mois de janvier, à la mi-CP, on voit déjà les garçons se détacher par rapport aux filles. Et l'écart est significatif, hein, il est vraiment mesuré à l'échelle de tout le territoire. Et quand on regarde 1 an plus tard, en entrée en CE1, là, il y a déjà un gap qui est vraiment important, qui s'est creusé entre filles et garçons, sans qu'on sache identifier réellement les causes, parce que si on l'avait fait, on l'avait déjà corrigé. Il y a, le Conseil de l'évaluation de l'école, le C2E, mène un travail en ce moment à l'échelle nationale pour comprendre ce décrochage mi-CP des filles et un travail statistique fin est mené. En réalité, il y a des circonscriptions du premier degré, des écoles pour lesquelles les résultats sont sans différence entre filles et garçons et dans d'autres territoires où les filles sont en avance sur les garçons. Donc là, l'enjeu, il y a des collègues qui ont mis en place des questionnaires, c'est en lien aussi avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale, pour essayer d'observer les pratiques et voir ce qui, dans les pratiques enseignantes, peut au contraire générer des résultats différents de la moyenne nationale, qui est bien celle qu'a décrit. Je ne sais pas si tu te rappelles l'an dernier, quand on était allé à Colmar dans une école en éducation prioritaire, où ce sujet avait été débattu en conseil des maîtres, et la conclusion avait été donnée de façon immédiate par une professeure des écoles qui avait dit que de toute façon, de ce point de vue, les mathématiques, ce n'était pas fait pour les filles. Les filles étaient plus intéressées par la lecture et les activités artistiques. Alors, c'est un exemple caricatural, mais quand la professeure en question est convaincue de ça, on voit mal comment les élèves n'auraient pas aussi le même type de conviction. Quelle est la proportion d'hommes et de femmes professeurs des écoles? 86-80. Bon, elle connaît par cœur 86% de femmes, 14% d'hommes. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui, mais moi j'ai suivi cette conférence au Collège de France, il y a un mois, je crois, donnée par le responsable qui faisait cette étude. Et en fait, il montrait également que les filles étaient des supérieures en français. En crayon CP, c'était toujours vrai, les CP-CE1, je crois, les élèves de suivi. Mais que les garçons progressaient aussi. Les filles progressaient et les garçons aussi. Ce qui n'est pas le cas. Mathématiques, il y a vraiment un écart. L'écart est plus fort entre filles et garçons en maths qu'il ne l'est en français à l'avantage des filles. Il y a un écart, vous avez raison, mais plus faible malgré tout. Et la difficulté, c'est que cet écart qui s'installe dès les premières années de l'école primaire, CP-CE1, on n'arrivait pas à le résoudre ensuite, enfin le réduire ensuite.
Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'il y a une évaluation équivalente par SVT? Alors, on a des évaluations qui s'appellent des évaluations CEDRE, tu en diras quelques mots tout à l'heure, en fin de cycle, qui sont des évaluations qui montrent qu'il n'y a pas, cet effet qu'on observe ici en mathématiques. Au contraire, même vous le savez probablement, si vous êtes universitaire, il y a davantage de filles qui s'orientent vers les métiers biologiques. Donc, en réalité, cette question, donc là, il y a un effet genré, mais qui est quelque part, non, alors, qui ne se voit pas dans les performances aux évaluations, mais dans les choix d'orientation supérieure, on a davantage de filles qui poursuivent dans les sciences biologiques. Et en sciences géologiques, en géosciences, là, on retrouve la caractéristique plus proche de la physique. Et je pense qu'entre physique et chimie, il y a également cette dimension genrée. Il y a plus de filles en chimie. Donc, c'est un vrai sujet de fond pour nos systèmes éducatifs et c'est une question internationale. Hein. Vous disiez qu'il y avait certaines circonscriptions oui. où vous voyez moins cet effet-là. Voire où les filles étaient en avance. Est-ce qu'il y a un lien avec la formation initiale des enseignants? Là, c'est trop tôt pour le dire. Vraiment, c'est un sujet qui est en cours d'étude. Et donc là, je n'ai pas d'éléments pour répondre à cette question. Au sujet des évaluations dans le premier degré, c'est vrai que les évaluations nationales qui sont mises en place et qui permettent justement d'obtenir ce diagnostic, elles ne portent que sur les savoirs dits fondamentaux, mathématiques et français. Et c'est une difficulté pour nous, quand on veut porter le sujet des sciences, c'est arriver à faire un petit peu de place pour les sciences à côté des mathématiques et du français. Et vous verrez dans les activités qu'on présente à la fin, on a toujours un regard pour expliquer aux professeurs d'école qu'en faisant des sciences, ils vont aussi pratiquer les mathématiques et le français. Donc, je poursuis mon inventaire avec Cgenial Connect. Alors ça, c'est une application qui permet de mettre en relation le monde industriel et de la recherche avec le monde de l'école, et qui peut être utilisé pour justement créer ces liens. Les professeurs d'école qui sont en recherche d'un accompagnement s'inscrivent et peuvent trouver finalement une proposition suivant une organisation de type offre et demande. Donc, on a ensuite donc, le comptoir des sciences, le cercle FSER. Donc, j'ai le QR code ici, je vous renvoie vers le site. Et ce sont en fait des rencontres par visioconférence qui sont organisées entre des scientifiques et le public scolaire. Et là aussi, ça peut être l'occasion de montrer aux élèves finalement quels sont vos métiers et qui vous aident. Quelques mots sur cette diapo. Peut-être un point, parce qu'on est intervenu dans certaines académies beaucoup plus rurales qu'on ne peut l'être aujourd'hui ici à Paris, et où l'éloignement du tissu scientifique et technologique est plus marqué, et un sentiment d'isolement des professeurs des écoles dans ces territoires plus ruraux. Et donc, un format qui pourrait également être intéressant, c'est celui de la correspondance scolaire. Vous retrouvez ici à gauche cette image liée à la pédagogie Freinet dans les années 30, hein, un des pères de l'éducation dite nouvelle, et qui a mis en place avec ses élèves une correspondance. Et Célestin Freinet, dans les Alpes-Maritimes, dit « Nous ne sommes plus seuls » lorsque les écoliers de son école reçoivent une correspondance du Finistère. Alors ici, d'autres élèves, d'autres classes, et non pas de scientifiques, mais vous voyez qu'on peut transposer. Et finalement, cette correspondance, elle a la vertu, me semble-t-il, d'entretenir la curiosité qui est naturelle, hein, chez les enfants, la curiosité pour les sciences et les technologies, et également de travailler avec les élèves sur le questionnement adressé aux scientifiques ou aux ingénieurs, ou en tout cas aux partenaires. Quelles sont les questions qui nous semblent être des questions pertinentes à adresser? Quelles sont celles qu'on laisse de côté? Comment on les reformule? Et au-delà de la question, toute la correspondance épistolaire, alors par courrier électronique aujourd'hui peut-être, c'est en soi un travail passionnant et qui peut donner lieu aussi à des visioconférences, voire à des déplacements. On a des classes de découverte où les élèves vont à la montagne en bord de mer. Pourquoi ne pas se déplacer dans une ville où se situe le chercheur, la chercheuse avec qui collabore la classe? Et ça peut-être être une forme à moindre coût pour aider les enseignants ruraux, je dirais, à sortir d'une forme d'isolement. Donc, on vous soumet cette piste inspirée de Célestin Freinet.
Et peut-être, vous voyez ici un exemple d'initiative où là, des élèves qui participaient à un programme de sciences participatives ont été réunis au Muséum d'histoire naturelle, donc ça remonte à une dizaine d'années, mais c'était un congrès de 200 élèves là, qui avait été financé par le département de Seine-Saint-Denis pour le déplacement au muséum. Et à droite, un échange par visioconférence de la Fondation Tara Océan. Donc là, c'était une intervention sur des plastiques au niveau océanique et une classe. Donc deux exemples très concret. Alors, on va passer à notre deuxième partie pour voir les évaluations nationales et internationales des compétences scientifiques des élèves français. Donc là, ce sont les résultats des évaluations TIMSS, donc ce sont des évaluations internationales qui donnent des tendances dans les compétences mathématiques et scientifiques des élèves. Donc là, vous avez les résultats 2015 et 2019. Donc l'idée, c'est de voir où se situent finalement les élèves français par rapport à des pays comparables de l'OCDE. Donc, vous avez la moyenne européenne qui est ici en vert, ici en rose, et vous avez donc la France, donc avant-dernière en 2015 et avant-dernière donc en 2019, donc qui montre en fait un véritable déficit de compétences de nos élèves en mathématiques et en sciences. Il ne faut pas en déduire en fait que nos élèves ne sont pas doués ou ne sont pas faits pour faire des sciences ou des mathématiques. On va voir ensuite, après, pourquoi. Sa team, c'est CM1. Là c'est les résultats uniquement pour les sciences, vous voyez dans ce graphique. Et il y a des évaluations Teams à différents âges. Là, c'est Teams 4, donc le grade 1, c'est CP au niveau international, donc 4, c'est CM1. Mais on a aussi des évaluations Teams 8 et également au lycée. Mais la France n'a pas participé à Teams lycée. Oui, parce qu'en fait, pour participer à ces évaluations-là, ça représente un coût financier. Ça ne nous renvoie pas une image qui est positive. Mais bon, vous voyez les scores moyens. Alors, donc là, vous avez en 2015 donc, le score pour la France. En 2019, il y a la comparaison avec l'Union européenne. Donc, le score moyen global est indiqué. Et donc, les chiffres qui sont en gras, que j'ai repérés pour sciences de la vie, enfin, que j'ai repérés, qui ont été repérés par la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, qui est la direction du ministère de l'Éducation nationale, qui est partagée d'ailleurs avec l'INSEE, hein, ça fait partie de l'organisme national des statistiques, qui est notre grand pourvoyeur d'analyse. Et donc, les chiffres qui ont été écrits ici en gras le sont parce que l'écart par rapport au score moyen global est significatif. On doit être au-delà de, je ne sais pas quels critères ils prennent, 1,5, 2 écarts types. En tout cas, c'est significatif. Et vous voyez que en sciences de la vie, eh bien, c'était plutôt positif en 2019, mais en sciences physiques, là, on a un vrai déficit de compétences par rapport aux pays comparables. Alors, tu dis c'est positif, mais ça reste quand même bien inférieur à l'Union européenne. Hein, donc, c'est positif par rapport à la physique, mais ça reste plus faible dans les 3 champs disciplinaires que l'Europe. C'est plus élevé que le score global de façon significative. C'est vrai que tu as raison, on est quand même en sciences de la vie européenne. Alors, l'idée, c'est de ne pas dresser un portrait misérabiliste des capacités scientifiques des élèves à l'école primaire, parce que quand on regarde l'enquête qui avait été diligentée en 2019 par l'ADEPE, en fait, on peut lire que la grande majorité des élèves estiment avoir un bon niveau en sciences. Ils déclarent aimer faire des sciences, et en particulier des expériences scientifiques. Et ça, c'est vrai. Je vous laisse la parole juste après. Quand on va dans les classes, dès qu'on observe des activités scientifiques, on voit des élèves engagés à 200% dans leur activité. Ils sont contents de faire les sciences. Juste un exemple. Quand j'étais allé, il y a 4 ans, dans une classe de CM2, en réseau d'éducation prioritaire à Lens, dans une cité éducative, donc quartier prioritaire de la ville, donc dans des conditions sociales qui sont vraiment très dégradées. J'ai été accueilli le matin de la CM2 par un petit garçon qui est sorti de la classe, qui est venu me voir et m'a dit « Tu devrais venir tous les jours. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Il me dit « Parce que quand tu es là, on fait des sciences. » C'était le cri du cœur. Est-ce que vous avez une idée de comment ce niveau, à peu près, parce qu'il n'y a pas une team dans le niveau, il évolue en fonction de l'âge, parce que là, on a vu au tout début de la scolarité,
Sachant qu'en fait, à la fin, c'est dans l'enseignement sup, on est parmi les meilleurs en maths dans le monde et en physique en Europe. Comment ça se fait qu'il y a... Là, ça concerne tous les élèves et je pense qu'après, dans le supérieur, ou même au baccalauréat, ceux qui choisissent de faire des études scientifiques sont ceux qui ont une appétence pour ces disciplines-là et qui sont performants. Mais du coup, ça veut dire que là, dans le primaire, il va y avoir un énorme écart. C'est exactement ça. Si on regarde, par exemple, pour Team Suite, et là, vous voyez le résultat moyen, quand on regarde les performances des élèves, enfin, ce qui caractérise les élèves français à l'échelle européenne, par exemple, c'est qu'on a bien sûr un ensemble de très bons élèves, mais on a un ensemble encore plus grand d'élèves qui sont vraiment en difficulté. Et ce qu'on observe aussi les dernières tendances, c'est que notre ensemble de très bons élèves, il a tendance à se réduire et son niveau a tendance à régresser. Parce que là, les 95%, il a l'air à peu près pareil que dans les autres pays. Oui, oui. Nos très bons élèves, on les a. C'est eux qui se dirigeront. Mais on en a moins. On a de moins en moins, et on en a moins que dans les autres pays, et leur niveau global tend à diminuer. Et on sait bien que c'est la difficulté essentielle qu'on a dans notre pays, c'est qu'on a des inégalités de performance qui s'installent très tôt, et on a du mal à les réduire. Il y avait des questions, oui, madame. Je voulais juste savoir s'il y avait un lien qui avait été mis en évidence entre le temps consacré aux sciences par rapport aux autres pays et la formation initiale aussi de l'école en sciences par rapport à celle d'autres pays. Ça a une incidence et on y viendra juste après, c'est cette diapositive-là. Donc je complète ma réponse à votre question avec cette diapositive. Madame? Quelle comparaison vous faites avec la manière d'enseigner dans les pays? Peut-être expliquer les meilleurs résultats. Alors, c'est peut-être un travers de nos analyses, c'est que dans la façon dont toutes ces politiques sont évaluées par le ministère de l'Éducation nationale, on a très peu de regard sur ce qui se fait à l'international. Donc, c'est arrivé quand même depuis 2019 avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale où on a commencé à regarder et à établir des constats sur des bases scientifiques et je dirais étayées, et pas seulement sur la base de nos propres convictions sur ce que doit être un bon enseignement. Donc là, on commence à intégrer finalement et à avoir ces comparaisons internationales. On a des éléments importants et des analyses très solides, mais à l'âge de 15 ans, les évaluations PISA, où vous savez, sont très documentées, et il y a des questionnaires qui viennent compléter les résultats des élèves pour comprendre le contexte. Mais je dirais là, c'est plus sur les évaluations à la fin du collège, bon, qui sont issues de toute la scolarité obligatoire, mais on n'a pas l'équivalent, me semble-t-il, pour interroger spécifiquement la question des pratiques dans le premier degré sur les sciences. Alors, pour revenir sur la question du nombre d'heures d'enseignement, donc vous avez à droite un tableau qui, c'était finalement à l'occasion de l'enquête TIMSS 2019, on a évalué le nombre d'heures annuelles de formation scientifique ou mathématique pour les élèves. Donc, au cours moyen, c'est un, parce que c'est l'échelon auquel cette évaluation s'intéresse. Et donc, vous voyez que donc en France, on a 47 heures, c'est du déclaratif, hein, 47 heures annuelles de formation en sciences pour 182 en mathématiques. Mais si vous regardez en comparaison avec l'Europe à l'échelle internationale, nos élèves en CM1 font beaucoup moins de sciences que les élèves d'autres pays. Et donc ça, c'est un rapport donc, de la mission enseignante primaire de l'inspection générale. En 2022, on a choisi de faire un état des lieux des enseignements en cours moyen et on s'est rendu compte que par rapport aux prescrits, on avait finalement que les 2/3 d'heures de sciences qui étaient faites. Donc il y a un gros tiers, voilà, je dis gros tiers parce que c'est 35% d'heures qui ne sont pas assurées en sciences et technologies et qui sont mangées pour faire des mathématiques, du français. Donc, c'est la priorité aux fondamentaux, plus le fait que la formation initiale des professeurs ne les oriente pas forcément vers l'enseignement des sciences, qui fait qu'on a un déficit de formation. Par rapport au département, quel est le poids des sciences dans le concours des professeurs des écoles? Alors, on va se référer à la dernière maquette. Donc, les sciences sont
pour la maquette qui est en cours pour le concours pour le recrutement de professeurs des écoles. Donc, les sciences ne font pas partie d'une épreuve obligatoire, c'est une épreuve optionnelle. Donc, au choix entre soit histoire et géographie, arts plastiques et sciences, les sciences sont quand même l'option la plus choisie, mais pas de façon vraiment majoritaire. Mais voilà, ça montre à quel niveau c'est. Et puis pour la formation continue en master, donc là, je laisse. Combien? En moyenne, c'est 33 heures en tout et tout. Sur les 2 ans, non, sur 2 ans en master, c'est 33 heures de formation. Je veux dire, ça fait 11 heures de physique, 11 heures de bio. On ne va chercher beaucoup plus tard, en fait. Voilà. On va prendre quelques exemples pour étayer ces propos assez généraux sur les pratiques d'enseignement. Une conclusion par rapport à ce que j'ai présenté, j'insiste, l'idée de ne pas dresser un portrait misérabiliste sur l'enseignement des sciences, de montrer qu'on a des élèves qui sont intéressés, motivés par ça, et qu'on a besoin de vous pour soutenir l'enseignement des sciences et accompagner les professeurs des écoles pour qu'ils en fassent davantage. Peut-être vous présenter quelques exemples. En préambule, vous dire qu'un vadémécum sur l'enseignement des sciences à l'école primaire a été publié en 2023, en mai 2023. Donc ça peut être une ressource intéressante, vous le trouverez en ligne pour voir un portrait assez large des enjeux, mais aussi des exemples possibles d'enseignement dans différents champs disciplinaires. Les programmes de cycle 3, c'est-à-dire le cours moyen CM1, CM2, mais aussi la 6e, puisque le cycle 3 est à l'interface, peut-être pour ceux qui ne sont pas très experts des cycles, le cycle 1, c'est l'école maternelle, cycle 2, c'est CE1, CP, CE1, CE2, le cycle 3, CM1, CM2, 6e, donc il est à l'interface pour créer du lien entre l'école élémentaire et le collège, et le cycle 4, c'est 5e, 4e, 3e. Donc le programme, tout à l'heure, on l'a évoqué, a été révisé en 2023 hein, dans le contexte de la suppression d'1 heure de technologie en classe de 6e. Donc on a dû réviser le programme des 3 années pour prendre en compte cette modification sur cette heure de technologie en moins en cycle 3 en 6e. Des nouveaux programmes sont en cours d'écriture, tu l'as dit. Le calendrier qui a été annoncé dans une lettre envoyée par la ministre tout récemment aux enseignants est mise en œuvre en 2026 pour ce qui relève des sciences et des technologies et de nos disciplines. Il est anticipé à l'année prochaine pour les mathématiques en cycle 1 et en cycle 2, et le français. Et le socle commun de connaissances, compétences et de culture est également rénové. François en est l'un des 2 pilotes. Un des enjeux va être d'annualiser les programmes, de donner des repères plus clairs pour chaque année pour les enseignants et pour les aider à élaborer une progressivité réfléchie avec des indicateurs de réussite, c'est-à-dire qu'il y aura une colonne à droite qui dira clairement ce que l'élève doit être en capacité de faire. Donc les programmes seront beaucoup plus détaillés et explicites qu'ils ne pouvaient l'être précédemment. Alors, vous avez ici l'ensemble des compétences visées par l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école. Bien évidemment, pratiquer des démarches variées, hein, le pluriel ici est important, démarches scientifiques, démarches technologiques. Les élèves vont être amenés à concevoir, à créer, à réaliser concrètement en classe. Hein. Il ne s'agit pas d'un enseignement sur fichier et pratiques documentaires. On souhaite que les élèves, je vais reprendre l'expression peut-être consacrée, de la main à la pâte, c'est-à-dire qu'on souhaite que la tête et les mains soient en activité pour concevoir, créer et réaliser. Pratiquer des langages. On ne peut pas pratiquer une discipline sans pratiquer des langages spécifiques de la discipline, mobiliser des outils numériques, adopter un comportement éthique et responsable, et on a de nombreux enjeux de société hein, qui mobilisent des savoirs scientifiques et technologiques. Donc, on aura un exemple tout à l'heure dans le cadre de la biodiversité et du développement durable. Les questions climatiques sont également majeures aujourd'hui et sont engagées dès l'école élémentaire. Se situer dans l'espace et dans le temps, et enfin faire preuve d'esprit critique. Et là, on voit bien l'importance dès l'école de questionner ce qu'est un savoir scientifique, et que finalement, une opinion n'est pas un savoir scientifique, de même qu'une croyance. Donc, c'est un sujet qu'on travaille de l'école au lycée.
Vous voyez ici l'ensemble des thèmes travaillés. Alors, pour des soucis de gestion de temps, on va peut-être pas tous les brosser ici, vous le trouverez dans ce diaporama, mais on a des champs de connaissances et de compétences variés dans les différents domaines de la physique, de la chimie, des sciences de la Terre et des sciences de la vie, et également en technologie. Nous avons plusieurs aspects liés à l'étude des objets techniques qui intègrent une dimension de programmation dans un langage accessible, bien sûr, aux élèves de l'école. Hein. Ils ne programment pas en Python à l'école élémentaire, bien évidemment, mais dans des langages de programmation par bloc qui sont accessibles aux élèves. Donc, en général, ils programment des petits robots, ce genre de choses. Alors, on va prendre quelques exemples qu'on a choisis pour illustrer des démarches variées, certaines qui renvoient davantage à de l'observation, vous voyez la photographie en haut, d'autres qui renvoient davantage à de la mesure intégrée dans une démarche expérimentale, certaines qui engagent un raisonnement hypothético-déductif, d'autres plutôt un raisonnement abductif sur la classification, où les élèves vont essayer d'élaborer un scénario le plus probable, le plus vraisemblable sur l'histoire évolutive des êtres vivants qu'ils cherchent à classer, sans jamais pour autant pouvoir dépasser le statut d'un scénario le plus vraisemblable. Alors, je voulais insister sur le fait qu'à l'école, il est essentiel de donner une place importante au réel de terrain et pas uniquement au réel de laboratoire, et que les élèves puissent sortir pour étudier concrètement la biodiversité. On a peut-être trop longtemps envisagé des apprentissages déconnectés des émotions, de la joie, de la curiosité, et finalement étudier sur des documents ou concrètement des êtres vivants, que ce soit dans la nature, ou en salle de classe, hein, à travers des élevages. Par exemple, ici, vous observez à droite des phasmes, à gauche des escargots, des élevages, des cultures de plantes. Bien, c'est essentiel pour donner du concret, du réel, motiver les élèves et également contribuer à réduire une extinction d'expériences de nature. Il y a beaucoup de travaux de recherche en psychologie de l'environnement qui montrent que dans nos sociétés occidentales, le temps passé par les enfants, mais si on se regarde nous-mêmes, par les adultes aussi, à avoir des activités de nature où on est en contact avec des plantes, des animaux, des champignons, etc., bien c'est un temps qui est très réduit aujourd'hui. Certains parlent d'extinction d'expériences de nature, ce qui ne va pas sans interroger dans une période où on est de moins en moins sensible à cette érosion de biodiversité. Et donc, aller sur le terrain, c'est quelque chose d'essentiel et vous pouvez avoir un rôle pour accompagner des professeurs qui sont souvent si vous êtes plutôt naturaliste, qui sont souvent stressés par l'idée de ne pas reconnaître dehors des plantes, des animaux et du coup de ne pas oser y aller par peur de gérer l'imprévu et qui ne peuvent pas évidemment tout gérer quand on est sur le terrain. Donc je pense qu'une aide peut être utile et ils peuvent également être aidés par une approche qui les outille, par des protocoles de sciences participatives. Donc cet après-midi, Bastien Castanérol présentera un programme Tri-Bodyguard, je pense. Enfin, j'imagine que tu interviendras là-dessus. Il y a toute une diversité de programmes de sciences participatives. Vous avez un observatoire open qui recense un certain nombre de protocoles de sciences participatives. Autrement dit, les élèves peuvent à la fois apprendre et contribuer à des recherches. Donc, je ne le développe pas énormément puisque Bastien le développera davantage. Pour ceux qui connaissent peu, il y a eu le 7 mai, on organise une formation continue qu'on appelle les Mardis des sciences et de la technologie. Et donc, sur la chaîne PodEduc, qui est la chaîne un peu YouTube interne à l'éducation nationale, on met en ligne ces conférences. Estelle en a fait une également, des interventions. Donc, vous pourrez retrouver cette présentation en ligne si vous le souhaitez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des observatoires avec des protocoles très concrets et accessibles aux élèves sur un grand nombre de groupes systématiques, des plantes, des oiseaux, des escargots, des insectes, pollinisateurs, des lichens, des vers de terre, etc. Et qu'on peut réaliser à différents moments de l'année pour des coûts très modestes et adaptés donc à différents niveaux scolaires. Alors, en quoi mesurer la biodiversité peut être intéressante? Eh bien, elle peut être intéressante notamment parce qu'elle peut s'intégrer dans des projets concrets, des projets d'action où les élèves peuvent s'engager dans leur école pour essayer de comprendre et d'agir pour favoriser la biodiversité. Dans le programme de 2023, on a mis un item qui est celui-ci, s'impliquer. On souhaite que les élèves puissent s'impliquer dans des actions et des projets
relatifs à l'éducation au développement durable. Alors, les classes ne peuvent pas tout faire, donc l'enseignant est amené à choisir un thème sur l'alimentation responsable, la santé, la biodiversité, l'énergie, la gestion et le recyclage des déchets, ou encore des thèmes liés à de la bio-inspiration. Et donc, un certain nombre d'écoles s'engagent dans une telle démarche et peuvent être labellisées. Il existe une labellisation école et établissement en démarche de développement durable, 3D. En 2019, des éco-délégués ont été mis en place. Alors, l'élection des éco-délégués est obligatoire en collège et en lycée. Elle est optionnelle en CM1 et en CM2. Et l'idée est que les délégués, comme pour des délégués de classe plus ordinaires, fassent le lien entre l'ensemble des élèves, l'équipe enseignante, voire les services pour agir concrètement, pour avoir des parcelles non tondues, pour installer des hôtels à insectes, des nichoirs, et essayer de mesurer avant et après cet aménagement dans la cour de l'école, quel est l'effet, mais je vois Bastien qui hoche la tête, donc tu pourras nuancer peut-être. Ah, c'est les diapos qui s'éteignent régulièrement. Donc les éco-délégués peuvent être un levier concret, mais là plutôt en cycle 3. Alors, pour des raisons de gestion de temps, je ne vais pas présenter des exemples à chacun des cycles, mais peut-être voir que dès la maternelle, l'entrée dans l'observation, c'est quelque chose d'essentiel. On apprend à observer, je crois qu'on en est tous convaincus ici. C'est une compétence majeure en sciences. Là, vous voyez en moyenne section, un élève de maternelle dessine une libellule et indique, on voit son grand corps et ses grandes ailes. Elle a 4 ailes, on la reconnaît bien, on reconnaît bien que c'est de la libellule. Donc, au fur et à mesure de l'entrée, alors certains font une grimace, donc en effet, il y a des attributs de la libellule et des insectes, le fait d'avoir 4 ailes. Après, on voit que le nombre de pattes n'est pas tout à fait conforme, que la segmentation du corps non plus. Donc, il va falloir petit à petit enrichir et travailler cette observation scientifique, mais c'est une compétence que l'on travaille de l'école au lycée. La classification, un exemple peut-être en cours moyen, pour vous indiquer qu'en cours moyen, ça devient fatigant, cette diapo qui s'échappe régulièrement, mais on va s'en sortir. L'enjeu, là c'est un extrait du programme, est de réaliser une classification en groupe emboîté, où l'apparentement est de plus en plus large, pour mettre en évidence des liens de parenté. Donc en cycle 3, avec un petit nombre d'espèces, au collège et au lycée, le nombre d'espèces à classer sera évidemment plus grand. Vous voyez qu'en cycle 3, on entre dans un cadre de travail qui est un cadre de travail évolutionniste qui cherche à refléter la parenté entre les êtres vivants, ce qui n'était pas abordé avant le cycle 3. Autrement dit, ce cadre explicatif de l'évolution mobilise l'idée de parenté et de temps long, sans aborder pour autant les mécanismes évolutifs qui seraient hors de portée à cet âge et qui seront travaillés plus tard à partir du cycle 4. Donc, vous voyez l'idée que, si des espèces, pour citer ici un ouvrage de Guillaume Lecointre, si des espèces différentes ont aujourd'hui des choses en commun, c'est qu'elles les ont héritées d'un ancêtre commun qui vivait à une époque reculée. Il fut un temps, dit-il, où les chats, les chiens et les chevaux n'étaient pas encore différents. C'était l'époque de leur ancêtre commun. Il avait des poils qu'il a transmis à tous ses descendants. Donc, l'ensemble des animaux qu'on regroupe aujourd'hui dans le groupe des mammifères ont des poils, des glandes lactéales qui produisent du lait. Eh bien, ces caractéristiques, ces attributs ont été légués par un ancêtre commun. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de ne pas en rester à un descriptif des ressemblances, mais de chercher à les interpréter en termes de leur histoire évolutive. Donc, plusieurs approches didactiques à l'école existent dans les classes. La possibilité de contrôler la collection pour limiter des groupes ou des caractères qui peuvent être difficiles pour les élèves. Par exemple, le serpent, difficulté d'imaginer que son ancêtre avait des membres, des pattes, entre guillemets, et qui les aurait perdus au cours de l'évolution. Donc, c'est peut-être pas un exemple de premier ordre d'un point de vue conceptuel, ou bien avec davantage de groupes et de critères et davantage de temps nécessairement pour s'engager dans cette activité, un travail à mener sur les critères de classification qui ne sont pas donnés par l'enseignant aux élèves, mais qui sont à identifier et au risque d'avoir des critères, entre guillemets, plus difficiles à interpréter. Donc ici, un exemple avec des différentes espèces à classer et des caractères, des attributs qui permettent aux élèves d'avoir un exercice de comparaison de ces attributs, une logique agglomérative de rechercher quels sont les caractères communs partagés à ces différents groupes. Tous les caractères ne sont pas visibles extérieurement, morphologiquement.
sur des photographies, des échantillons. Donc, en général, les enseignants travaillent avec également en complément une approche documentaire pour observer des caractères anatomiques, ici le squelette par exemple, ou un déplacement dans un musée d'histoire naturelle à proximité, ou d'autres approches d'études vidéo. Donc, le travail de groupe peut parfois être outillé, aidé là, c'est des petits trucs et astuces pour faciliter le travail de la classe. Ici, vous voyez des étiquettes dont certaines désignent les espèces à classer et d'autres des caractères à étudier. Et un exemple ici, là je cite les travaux d'Hélène Lemarquis, vous aurez des références si vous souhaitez en savoir plus, qui a mené un mémoire sur la classification à l'école. Et vous voyez ici des exemples d'affiches où les groupes sont emboîtés avec différents regroupements. La grenouille et la salamandre ont une peau nue et sont regroupés ensemble, alors que l'ours, la vache et l'homme ont des poils et des mamelles. C'est un autre groupe qui ont en commun avec ici ce groupe des amphibiens ou celui des oiseaux d'avoir 4 membres, d'être des animaux dits tétrapodes, ainsi de suite. Donc vous voyez que l'intérêt je vais essayer d'aller vite vers la fin. Je dirais juste tu diras quelques mots? Oui. L'intérêt, c'est vraiment de travailler au-delà de la procédure, la question du sens autour des critères et la question de la parenté. Et les élèves en sont capables. Ils sont capables, vous voyez en cycle 3, des extraits de verbatim d'élèves, de formuler l'idée que tous ceux qui ont 6 pattes et des ailes ont eu un ancêtre commun qui avait également 6 pattes et des ailes. Donc l'entrée dans ce régime explicatif évolutionniste est accessible aux élèves de fin d'école primaire. Il est possible utilement de travailler à des carnets d'espèces pour que les élèves qui fréquentent des espèces, les étudiants dans la nature, en classe, puissent distinguer ce qui relève de critères de classification, des attributs que possèdent les êtres vivants, d'autres éléments qui sont biologiques, à savoir comment vivent-ils, comment se déplacent-ils, comment se reproduisent-ils, dans quel milieu vivent-ils, ce qu'ils mangent, autrement dit, distinguer l'écologie et la biologie de la classification et de ne pas tout superposer et donc d'avoir finalement un apprentissage des caractéristiques classificatoires mais aussi biologiques et écologiques. Pour conclure, vous dire que ce thème que j'ai choisi comme exemple, il me semble très intéressant parce qu'il permet à la fois de découvrir de façon concrète la biodiversité par une observation mais aussi une description, d'entrer dans le lexique, d'utiliser des termes pour nommer et décrire les êtres vivants, un travail de logique et de comparaison, mais aussi, je l'ai dit, une entrée dans un fil rouge de la biologie qui est l'entrée dans la pensée évolutionniste, qui va être travaillée plus profondément au collège et au lycée, et qui permet de développer, je n'ai pas eu le temps de vous présenter des extraits de débats de classe, mais une entrée dans les questions langagières, j'ai dit lexicales, mais pas uniquement, dans un travail de débat de classe qui est très riche pour le français. Je te cède la parole pour un exemple en physique. Oui, je vais aller très vite parce qu'on n'a plus le temps. C'est pour témoigner d'une activité sur le thème ombre et lumière au cours moyen, avec les questions qui peuvent se poser aux élèves. Donc, la première activité... la première activité... Donc, je vais te savoir où. Oui, c'est donc classer les objets selon qu'ils sont opaques, transparents, à la lumière ou translucides, produire expérimentalement une ombre et jouer sur ses caractéristiques géométriques, et finalement, à partir de cette exploration des ombres, associer les positions relatives de la source lumineuse, de l'objet opaque et de l'objet. Donc le travail initial, il y a toujours un élément déclencheur. Donc là, dans une classe, ils étaient émerveillés dans leur apprentissage en art plastique devant le cube de verre du Centre Pompidou de Malaga. Et donc, ça a posé une question finalement aux élèves sur pourquoi les objets apparaissent colorés. Et donc, ça s'est fait donc en classe. Il y a un apport de savoir sur les définitions opaque, translucide, transparent, avec une attention portée sur le lexique scientifique spécifique pour distinguer finalement le registre scientifique du registre quotidien. Et donc ensuite, des questions se sont posées sur l'autre partie, sur la réalisation d'ombre. Donc voilà le défi posé par l'enseignant, proposer aux élèves de reproduire cette ombre-là
Et donc, vous voyez que les solutions immédiates produites par des élèves sont de découper des gabarits en mettant tout au premier plan. Et en jouant, en expérimentant, ils se sont rendus compte que les positions relatives permettaient de jouer sur la taille des ombres, et on le voit ensuite. Donc, toute l'activité est soutenue par une trace écrite et des mesures. Donc, quand on fait des sciences, on pratique aussi la maîtrise du français et les mathématiques, et on peut faire des calculs. Voilà. Et vous voyez qu'ensuite, les élèves ont évolué vers des solutions plus complexes en mettant les objets dans différents plans et en utilisant en fait ensuite des mesures. Alors à cet âge-là, mesurer une distance, c'est pas évident hein, parce qu'il faut positionner correctement le zéro, etc. Donc ils apprennent vraiment l'idée d'origine, repérer des positions, faire une différence, calculer une longueur. Dans la partie de droite à laquelle j'ai assisté, il y avait un souci qu'ils ont résolu. Une des deux élèves souhaitait utiliser les carreaux comme unité. Les autres n'étaient pas d'accord, voulaient rester au centimètre. Donc, le professeur en a fait une activité mathématique ensuite de conversion d'unité, du carreau au centimètre, etc., pour travailler sur la proportionnalité. Et donc, c'est très riche. Hein. Ensuite, les élèves sont allés aussi vers des défis, comment doubler l'ombre. Donc, pour doubler l'ombre, alors pour ceux qui étaient plus avancés en mathématiques, il s'agissait de faire un arbre qui avait une hauteur égale à 3/4 de celle qu'on avait au début. Donc, on travaille aussi des fractions, on joue sur les distances. Donc, il y a beaucoup de mathématiques qui peuvent être embarquées. Vous voyez qu'à partir d'un matériel assez simple, on peut arriver à des activités scientifiques qui sont assez pointues pour les élèves et assez formatrices, à condition, bien sûr, que les enseignants soient accompagnés et les bonnes idées. Voilà, donc quelques mots sur la démarche, les démarches scientifiques encouragées. Donc, c'est s'approprier une problématique, réaliser une expérience, concevoir un protocole, le mettre en œuvre, réaliser des mesures, analyser les résultats et prendre en compte quelques critères de scientificité des expériences qui caractérisent les expériences scientifiques pour que ce soit robuste, répétable, reproductible. Et donc ça, c'est ce qu'on a écrit dans les programmes de cycle 3, avec toujours l'expérience comme juge de paix. Voilà. Si on n'arrive pas à trancher, on fait l'expérience et c'est la solution expérimentale qui constitue la vérité, peut-être temporaire, mais c'est ce qu'on essaie de faire, faire aux élèves. Voilà. Et tout ça est aussi développé donc, dans le Valdémécum en question. Et donc, les enseignants ont besoin de votre expertise pour finalement les accompagner, ils vont faire à leur place, hausser leur niveau de compétence, accompagner les élèves dans leurs projets scientifiques, et puis aussi présenter vos parcours, vos métiers pour susciter des vocations, puisqu'on a un grand besoin de scientifiques. Merci beaucoup pour votre attention. On a un petit peu dépassé, désolé. Merci beaucoup.